Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette autre édition de votre magazine hebdomadaire. Ce dimanche, nous nous intéressons à l'opposition camerounaise et ce qu'elle a fait de ses 25 ans à la faveur de la célébration ce mois de mai, de l'anniversaire de l'UDC et du SDF. Et pour être tout à fait complet sur le menu de cette émission, sachez qu'à la fin, nous dirons un mot de cette grippe aviaire qui menace la filière avicole de notre pays depuis quelques jours. Et voici un petit tour de l'actualité avec nos invités de ce dimanche. Parfait-vous, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté notre invitation. De Canal 2. Vous êtes président de la circonscription électorale SDF Yaoundé 4. Anne-Marie Ndiaye s'est finalement éteinte cette semaine. C'était une grande dame de la chanson camerounaise. Qu'est-ce qu'elle nous laisse? Elle nous laisse envie de certains parce qu'elle a marqué l'histoire de la culture camerounaise. Ça a été une artiste très remarquable et très remarquée. Elle nous laisse aussi une culture divisée parce que de plus en plus, on a constaté que les sociétés de droits d'auteur ne fonctionnent pas. On a constaté que les artistes ne s'entendent pas. On a constaté aussi qu'il y a toute une désorganisation dans le système culturel camerounais. C'est ce qu'elle nous laisse malheureusement. On se serait attendu qu'à un moment donné, que l'artiste puisse jouir, n'est-ce pas, des œuvres de son art. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et justement, vous avez constaté, pendant qu'elle était souffrante, qu'il y avait un problème de facture à gauche, un problème de facture à droite. C'est un peu ça, malheureusement, l'artiste camerounais aujourd'hui. Et il y a aussi deux cas à souligner. Celui d'un côté des artistes plongés dans l'émotion de soutien qui demandent à leur bourreau de se représenter et de l'autre des artistes engagés comme Valsero, comme Richard Bona qui pensent que c'en est trop, qu'il faut faire quelque chose. Au Cameroun, si vous prenez seulement le préambule, elle juxtapose l'ordre public et ses éléments constitutifs que je viens de vous donner. Bon, à côté de cela, prenez toutes les autres lois qui existent. Vous verrez que, par exemple, la loi de 90 sur la liberté de communication, sur 87, article 27, punissent les journalistes. Rentrer dans les tribunaux. Donc, en réalité, on pourrait y passer beaucoup plus de temps. Freedom House a raison de conclure que les libertés publiques ne sont pas respectées au Cameroun. Au Cameroun, il faut améliorer beaucoup de choses. Mais dites-moi, je m'en voudrais, Carole, de ne pas en parler. Aujourd'hui, on interdit les réunions publiques, je précise bien les réunions publiques, parce que la loi numéro 055 traite de 2 chapitres, les réunions publiques et les manifestations publiques. Je vous invite à lire encore cette loi. Vous verrez que c'est le régime de déclaration. Et il n'y a aucune mention légale au Cameroun qui autorise un sous-préfet à interdire une réunion publique. L'interdiction légale préalable n'existe pas au Cameroun en matière de réunion publique. C'est d'ailleurs pour ça que même la loi n'a pas prévu de voie de recours à cet effet. Mais vous avez au Cameroun des gens qui vous interdisent des réunions publiques comme ils veulent, même de conférences de presse, et y ajoutent des escouades mixtes de policiers et de gendarmes. Merci, Kabali. Donc, fort de tout cela, il est bien qu'on revienne sur ces choses. Donc, le gouvernement du Cameroun, et je sors par là, peut tirer avantage de ces rapports en améliorant ce qu'on peut améliorer, plutôt que de donner l'impression qu'il y a des officines tapis dans l'ombre qui en voudraient à un petit pays sous-développé de 25 millions d'habitants à peine. Georges-Alain Boyomo, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Mutation. Les délégations départementales permanentes du RDPC sont connues. Vous en avez parlé dans le journal cette semaine. Vous estimez que Paul Biya a fait du recyclage des personnalités? Vous pouvez nous en dire plus? Alors, bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2. Vous permettrez que je souhaite bonne fête à nos mamans. C'est la fête des mères aujourd'hui. Je pense particulièrement à la mienne, qui est du côté de Messassi. Je pense à mon épouse, je pense à vous, puisque vous êtes également maman. Alors, pour parler du sujet que vous évoquez, je pense que ces nominations procèdent des textes du RDPC, même si dans ces textes, il n'y a pas de critères particulièrement définis qui président à de telles nominations. Cela donne donc une marge de manœuvre au président national du RDPC qui peut nommer des personnes sous enquête judiciaire au TCS, qui peut nommer des morts, qui peut nommer, qui peut remettre en selle des personnes en réserve de la République. Ça possède des tests du RDPC et je pense que c'est tout cela qui fait qu'à la fin, le RDPC est une nébuleuse pour en cacher une autre, suivez mon regard. Maintenant, à mon sens et plus sérieusement, je pense que après les opérations de relèvement des organes de base,
ces personnalités, les délégués départementaux, les délégués régionaux, en principe, devraient être élus. Parce qu'il me semble que la légitimité... Oui, on aurait pu introduire cela dans les textes. Normalement, c'est un peu malaisé de voir des gens qui n'ont pas été élus à la tête des personnes qui ont bataillé dur, qui sont allés au suffrage universel. C'est un peu embêtant. Non, on aurait pu imaginer, par exemple, un collège électoral constitué des présidents de section pour élire ces délégués départementaux qui, à l'heure, tout devait élire les délégués régionaux. Ça n'a pas été fait. C'est comme ça que le RDPC fonctionne. On espère simplement que ça va ramener la sérénité au sein de ce parti. Vous savez que ce parti est sorti très divisé, sinon plus divisé encore des opérations, des renouvellement des bureaux, des organes de base. Et on constate que beaucoup, parmi ceux qui ont tiré les ficelles, ceux qui ont été présentés comme des péchés en eau trouble, sont maintenant désignés délégués départementaux. Ça promet simplement au sein de ce parti-là. Et vous allez suivre ça avec nous, et avec vous aussi, professeur Claude Abbé. Merci d'avoir accepté notre invitation. La vidéo montrant la voiture du président de la République du Cameroun en panne sur le boulevard du 20 mai a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est un incident banal ou alors c'est l'expression d'un entourage englué dans une certaine routine? Ce n'est ni un incident banal, ni encore moins l'expression d'un entourage qui est englué dans un certain nombre de micmacs. C'est quoi? Quand vous regardez, c'est la voiture du président de la République, pas de M. Biya. C'est tout un symbole. C'est un symbole de la République. C'est la République qui est en arrêt, qui est en panne dans cette image-là qui apparaît. Et vous vous rendrez compte, j'ai lu pas mal de choses sur les réseaux publics, des gens qui faisaient des comparaisons très aberrantes. Où vous voyez, on vous dit non, la voiture d'Obama est tombée aussi en panne en Israël. Celle de tel Kidam, de tel autre Kidam est tombée en panne à tel autre endroit. Quand on sait le degré de sollicitation du président Obama et de ses autres et de leurs véhicules, il me semble que c'est des comparaisons grotesques. Et ça montre en réalité qu'on est dans une situation, ce n'est ni un problème de M. Biya ou de qui que ce soit. On est dans une situation où on a affaire à un pouvoir usurier. Le pouvoir usurier est ceci de particulier qu'il joue à l'usure à la fois ceux qui sont contre lui et ceux qui sont à son service. Et il devient un pouvoir usagé, ce qui crée de la vulnérabilité dans tout. Ça fait que suite Cabral Libi ou bien M. Mvoum ou M. Koupid qui était le président, il n'était pas à l'abri de ce genre de situation qui montre en réalité qu'on est dans une situation où la République n'est même plus en panne, mais est désormais bloquée. Elle ne peut plus en réalité se mettre en marche. Et elle peut être poussée comme la voiture a été poussée sur le boulevard. Et vous voyez, cette image est justement une image très intéressante, où on voit des gens qui essayent de pousser la République, c'est-à-dire nous autres qui essayons de la pousser pour qu'elle se mette effectivement en marche. Mais vous voyez le poids de ce véhicule par rapport à ces maigres bras qui essayent de le mettre en marche. Vous vous rendez compte de l'importance de la tâche qui est pour nous, pour essayer de remettre cette affaire-ci en marche. Je vous souhaite bien du courage. Merci, monsieur Abou, d'être venu. Et tout à l'heure, nous aurons le temps de revenir là-dessus sur d'autres questions d'actualité. Le temps pour nous de faire ce tour d'horizon de l'actualité que nous propose toutes les semaines la rédaction de Canal Presse. C'est la revue de presse signée cette semaine d'Arlé Desbandélé. Bonjour, la grippe aviaire est de retour au Cameroun. Les premiers cas découverts le 22 mai au complexe avicole de Morobeti, ici même à Yaoundé. Le virus de la maladie H5N1 confirmé dans ce bâtiment avicole. Selon Baromètre communautaire pour qui le gouvernement tente de rassurer la population mais n'efface pas le souvenir de 2006, année au cours de laquelle plusieurs localités ont été contaminées. Le jour demande tout simplement de faire attention aux poulets qu'on mange face à la résurgence de l'épidémie. Si la vente du poulet est interdite sur l'ensemble du département du Foundi, Mutation rapporte que la police auditionne des responsables du complexe avicole soupçonnés d'avoir dissimulé les premiers cas de la maladie.
Le Premier ministre, lui, l'appelle à la formation supplémentaire des techniciens et ingénieurs. Finalement, Yang présidait le conseil de cabinet du mois de mai, préoccupation qui se situe dans le prolongement de la conférence économique, dont les premiers résultats sont ici dressés par une autre édition de Cameroun Tribune. L'annonce d'un mémorandum d'entente entre l'Agence d'électrification rurale et un groupe canadien, alors que le développement des mini-centrales électriques et la construction des postes de péage intéressent les investisseurs gabonais et le groupe Atiawari Fabank. Pour Diapason, comme tel, l'opérateur public des télécommunications a été la seule à remporter la mise, 150 milliards de francs CFA à l'issue de cette rencontre. En avant 17 et un après, The Sparks rapporte que l'Asie, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique investissent au Cameroun. Quelques espoirs, plusieurs incertitudes sur ce rendez-vous selon signature. Le chemin reste encore long avant que ne tombent vraiment les fruits de cette initiative. Intégration dit que c'était une conférence pour rien à Yaoundé. Les autorités espéraient mobiliser 1000 milliards d'investissements à travers 25 projets, un seul contrat, pendant que la Côte d'Ivoire, au même moment, récoltait 20 000 milliards d'engagements à Paris. Le Cameroun cherche investisseurs alors que plus de 3100 milliards de prêts dorment dans les tiroirs. Selon le quotidien de l'économie, un montant colossal qui représente en mars 2016 les fonds demandés par le Cameroun et octroyés par les bailleurs de fonds mais qui attendent d'être dépensés. Pour les Coupes d'Afrique des Nations 2016 et 2019, selon Ecomatin, les retombées touristiques sont estimées à 120 milliards de francs CFA. Le gouvernement devra mobiliser 1000 milliards pour la réussite de ces deux rendez-vous. Autre rendez-vous qui a vu notre ministre des Finances Oriolé, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Lusaka en Zambie. Là-bas, Alamine Ousmane Meh a été désigné ministre des Finances africain de l'année 2016. 2016 qui sera marquée comme celle de la mort de Anne Marinzier. La voix d'or de l'Afrique s'est tue cette semaine à Yaoundé et Cameroun Tribune rend un si bel hommage. À dimanche. C'était donc la revue de presse de Canal Presse à dimanche prochain, Arlé Debo en DB. Place au débat à présent. Je vous rappelle que deux thèmes sont au menu. D'abord, les 25 ans après le retour du multipartisme, quel est le bilan dans un Cameroun présenté comme étant sous la menace de la grippe aviaire cette semaine? Je commence par vous, Parfait. Qu'avez-vous célébré le 26 mai dernier? Nous avons célébré le 26e anniversaire de la naissance du SDF. Et nous avons eu pas mal de manifestations parce qu'à un moment donné, quand vous avez 26 ans, il faut vous arrêter, vous réfléchissez sur ce que vous avez fait et vous vous projetez sur l'avenir. Et c'est pour cela que le SDF, dans un contexte extrêmement difficile, a pu résister et aujourd'hui existe en tant que première formation de l'opposition. Évidemment, tout n'a pas été rose. Il y a eu un certain nombre d'insuffisances que nous reconnaissons et c'était d'ailleurs l'occasion pour nous de le signaler pendant cet anniversaire. Et puis il y a la projection parce que nous estimons que après 26 ans, nous sommes toujours dans l'opposition. Il faut donc voir comment est-ce que nous allons faire pour enfin prendre ce pouvoir qui nous a échappé à quelques minutes en 92. Et cette victoire volée a eu des séquelles sur notre vie, sur la vie du SDF, et c'est pour cela que nous nous remettons de temps en temps en cause. La naissance n'a pas été facile, le fonctionnement n'a pas été facile, la suite même ne sera pas facile parce qu'en face de nous, nous avons un gros mammouth qui utilise les ressources de la République, qui utilise les moyens de la République, qui utilise tout ce que la République a pour broyer l'opposition. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si nous avions en face de nous uniquement le RDPC, le bilan serait différent. Mais nous avons en face de nous non seulement l'administration, mais aussi tout ce que l'État comporte comme et nous élément. revenons à cela dans le vif du sujet tout à l'heure. Koupil Adamou, ce sont les 25 ans aussi qui ont été célébrés du côté de l'UDC il y a quelques jours ici à Yaoundé. Vous êtes content de vous? Très content parce que nous avons réussi à célébrer un double événement. 25e anniversaire, c'est un anniversaire quart de siècle. Ça a été doublé de la 6e convention nationale du parti. Et tout le monde s'accorde à ce que ça a été un succès sur le plan organisationnel, sur le plan de la gestion démocratique de cet événement. Ça a démontré la confirmation de notre spécificité de l'UDC.
de rester fidèle à sa ligne directive depuis la création, de rester un parti ouvert au dialogue républicain, de rester constant dans notre objectif de bâtir au Cameroun une génération de démocrates républicains citoyens patriotes. Vous avez vu qu'au Palais des Congrès qui avait fait son plein d'œuf, que nous avons eu non seulement l'aspect politique, mais l'aspect culture citoyenne également. Parce qu'on a organisé des débats. À ce débat-là, vous avez constaté que le panel était constitué non seulement des UDC, mais également des contradicteurs avérés de l'UDC. Je vais parler ici de notre ami Messianga Niamdine, que vous connaissez très bien, qui a dû se frotter aux réalités pour comprendre que certains reproches qu'on fait à l'UDC de l'extérieur, quand on s'approche, on trouve qu'il y a des réalités autres qui vous amènent à changer de position que vous avez d'emblée, que ma foi, je pense, erronée. Je suis tenté de dire, comme Didier Yangoli disait, pour mieux me connaître, viens vers moi, vous saurez qui je suis. Et Cabral Libi, vous observez ces partis politiques, ils ont donc décliné. Comment est-ce qu'ils ont célébré leurs 25 ans? Vous aurez conseillé de procéder autrement ou pas? Non, il est toujours bien de s'arrêter à 25 ans ou à 10 ans. Je crois d'ailleurs qu'ils s'arrêtent tous les ans, puisque beaucoup d'entre eux fêtent ces anniversaires tous les ans, notamment le SDF. C'était même plus pompeux l'année dernière que cette année, peut-être parce que c'était symboliquement le quart de siècle. Donc une formation politique s'arrête, c'est important. Ce qui nous intéresse, nous autres qui observons cela, c'est que est-ce qu'à chaque arrêt, on tire les conséquences du chemin parcouru. C'est à ce moment que l'on reste un peu sur sa faim. Et vous répondez quoi? Ils en tirent des leçons ou pas? Oui, en fait, comment on sait qu'ils ont tiré les leçons? Ce n'est pas tant par les déclarations qui sont faites là, mais par les actes qui sont posés par la suite. Ça peut être des actes, ça peut être des réformes qu'on apporte, ça peut être des ajustements dans l'approche. Parce que figurez-vous que, pour moi, ce qui fonde la respectabilité d'un homme politique ou d'une formation politique, c'est même pas tant les victoires électorales qui peuvent avoir été volées ou pas, mais c'est surtout la fidélité à ses idées et puis la constance dans la démarche. Lorsque les bifurcations commencent à se succéder et que ça crée un flou sur l'identité idéologique ou sur l'identité même dans la démarche, on commence à soupçonner un certain nombre de choses, ça fait un brouillard qui n'est pas bien. On en vient tout à l'heure. D'emblée, s'arrêter, c'est bien. Maintenant, on attend que les leçons qui ont été tirées de ces arrêts nous soient communiquées par les actes qui sont posés, pas seulement par des actes de communication. Et Claude Dabé, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui vient d'être dit, en particulier de cette deuxième proteste? Est-ce qu'il y a des raisons d'être fier, de fêter ces bornes-là? Il n'y a aucune raison d'être fier. Ça, il faut clairement vous le dire. Voilà des gens qui, avec tout le respect que j'ai pour ce qu'ils font, qui en fait sont passés pour de véritables guignols, des guignols politiques. Pour une raison fort simple, quand vous regardez à l'UDC, c'est un parti, si on veut être gentil, il est conjugal. Si on ne veut pas être gentil, c'est un parti carrément limité à un département, le nom, pour ne pas indiquer une idée beaucoup plus tribaliste. Quand vous regardez le SDF, au départ, M. Froundi a eu un capital sympathique qu'il a engrangé en raison des idées novatrices qu'il essayait de mettre en route. Après, progressivement, il a commencé à jouer avec les textes du parti pour chasser tout le monde qui pouvait lui dire exactement le contraire. Il y a un ouvrage du professeur Assongani qui est sorti récemment, qui vous donne des révélations qui font extrêmement froid au dos sur la manière. Donc, à mon avis, il n'y a pas de joie à avoir ainsi, de s'être ainsi amusé avec le sérieux du peuple camerounais, à mon avis, pendant 25 ans. Je n'y vois rien de sérieux là-dedans. Jean-Alain Bouyomola, l'anniversaire du SDF a donné l'occasion à certains cadres de ce parti de faire le procès du régime en place. Vous direz que pour se remettre en cause, il faut aussi se regarder dans le miroir, et quand il se regarde en face, c'est le parti au pouvoir qu'il voit? Non, a priori, je pense qu'il faut toujours des éléments comparatifs. Il faut des éléments comparatifs. Cela n'exonère pas le SDF de se regarder dans la glace
L'un n'exclut pas l'autre. Je ne vois pas les choses forcément en termes de conflit dans la posture. Je pense que le SIF, après 26 ans, et l'UDC après 25 ans, peuvent se dire on a eu des hauts et des bas sur notre parcours. Le SIF a été à un poil de gouverner ce pays. Je ne veux pas revenir sur l'épisode, sur la séquence de la victoire volée, mais je pense que la principale erreur de ce parti-là, et même peut-être de l'UDC, c'était de croire qu'on était sur une scène de Saint-Valentin où on se donne des cadeaux. Des bisounours qui vont se faire des bisous partout. Ou bien qu'on était... c'était un peu la course de vitesse, alors qu'en fait, il s'agit d'une course d'endurance. Donc, tout se joue au rapport de force. Et je pense que le SIF et l'UDC l'ont ignoré à un moment donné. Ils se sont fait rattraper par la réalité. Aujourd'hui, ces partis-là, en réalité, ne sont que des ectoplasmes, pour être moins gentil. Je pense que les leaders de ces partis qui se définissent en général comme des présidents fondateurs doivent davantage penser à l'avenir. Et ils sont une partie de la solution par rapport à l'avenir. Ils doivent en réalité se dire qu'ils ont combattu le bon combat et qu'il faut céder la place à des On en vient à la question de l'alternance tout à l'heure. Par rapport au contexte actuel. Parfait, vous comprenez, on parle d'ectoplasme, on parle de partie conjugale pour résumer un peu la vie des partis de l'opposition. Vous vous retrouvez dans tout cela ? Non, je ne me retrouve pas là. Vous savez, quand vous n'êtes pas à l'intérieur d'un parti politique ou bien quand vous n'êtes pas à l'opposition, vous pouvez utiliser tous les termes, tout le vocabulaire, mais la réalité est tout autre. C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est que nous sommes dans l'opposition, nous sommes face à un régime roublard et qui ne nous permet pas, nous autres, de nous exprimer convenablement. C'est de ça qu'il est question et rien d'autre. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si on met Canal 2 contre l'État, Canal 2 va disparaître. Si on met Mutation contre l'État, Mutation va disparaître. Alors, l'opposition est face à l'État en termes d'ELECAM, par exemple, de structures qui organisent les élections, en termes de MINAC qui organise l'administration, en termes de finances, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger l'opposition seulement par rapport à ses résultats, mais le juger par rapport à un environnement extrêmement difficile. Le professeur Claude Abbé dit qu'on s'est mis à chasser des gens. C'était comme si on était vraiment à la chasse. Non, il y a des statuts, il y a des règlements qui... Lorsque vous adhérez... Mais il y a aussi eu une grosse saignée au sein du SIF, il faut le dire comme ça. En 25 ans, vous avez perdu la majorité, sinon la quasi-totalité de vos cadres. Il y a aussi eu beaucoup d'entrées. Je peux vous dire qu'à la faveur... Pas de grosses entrées quand même, pas des figures marquantes comme celles qui sont parties. Je vous en prie, prof. Je peux vous dire que à la faveur des renouvellements actuels, à Yaoundé 4, j'ai 90% de nouvelles entrées. C'est un signe. Or, si on s'arrête seulement au départ, c'est vrai, ça ne réjouit personne, mais on ne peut pas, et le RDPC l'a compris, c'était la première fois qu'il mettait un conseil de discipline en son sein. Donc, c'est une association qui a des règles et les uns et les autres sont obligés de respecter ces règles. Évidemment, ça ne me réjouit pas de voir des camarades partir, mais parfois, on n'a pas trop de choix. Alors, Kaba Libi, ce serait trop facile de dire le pouvoir nous a sclérosés, on n'a pas pu s'exprimer, pour justifier un peu pourquoi l'opposition se porte ainsi aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, et peut-être qu'il n'a pas bien capté ce que disait le professeur Claude Abbé tout à l'heure. Le reproche qui est fait à l'opposition, encore qu'il va falloir qu'on s'arrête au moment et qu'on se demande c'est quoi l'opposition. Bien sûr, oui. Mais allons-y comme ça. L'opposition, le reproche qui est principalement fait à l'opposition, ce n'est pas de n'avoir pas gagné les élections. Ce n'est pas de les avoir perdues. Ce n'est même pas tant de ne pas avoir autant de militants que le parti qui est au pouvoir. Parce que de toute façon, dans ce cas, le Cameroun aurait été un peu atypique. On est en Afrique. Rarement les partis qui sont en face du pouvoir ont autant de militants que le parti qui est au pouvoir. Pour des raisons alimentaires, les gens préfèrent aller du côté où il y a le pouvoir. Je pense que les principaux reproches aujourd'hui qui sont faits aux partis d'opposition sont faits en fait à leurs leaders. Et c'est là que se situe le propos de Georges-Alain Boyomo. Comment est-ce que ces leaders se sont comportés pendant les 25 ans écoulés? Beaucoup d'entre eux ne sont pas restés fidèles
à ce qu'ils ont promis aux gens il y a 25 ans. Beaucoup d'entre eux ont eu des comportements inintelligibles vis-à-vis des proposants qui sont au pouvoir. C'est parce que je ne veux pas avoir la langue très dure. Le professeur Claude Abbé l'a déjà fait. Mais C'est pas dur. du coup, les attentes du peuple aujourd'hui, à l'endroit notamment de l'ordre gouvernant, sont presque les mêmes. À l'endroit de l'ordre opposant. C'est qu'on veut du vent nouveau, on veut du vin nouveau, on veut de nouveaux acteurs, on veut de nouvelles façons de faire. Et ceux-là qui tiennent ces appareils d'opposition sont autant hostiles au changement que les proposants qui sont au pouvoir. C'est-à-dire autant Paul Biya et ceux qui lui sont autour démultiplient des stratagèmes qu'on peut appeler roublardise, qu'on peut appeler tout ce que vous voulez, autant ceux qui tiennent les appareils d'en face démultiplient exactement les mêmes stratagèmes avec les moyens qui sont les leurs et qu'ils empruntent d'ailleurs parfois aux proposants d'en face pour y demeurer. Ça donne donc l'impression d'un arrangement non écrit entre des personnes d'une même génération qui ont certainement convenu d'aller en retraite au même moment. Du coup, tous sont complices de l'otage, en fait, de la situation d'immobilisme et de stagnation dans laquelle se trouve le microcosme politique. Je crois que c'est ça véritablement. Merci Cabral Libé. Professeur Claude Abbé, je viens à vous par cette réflexion de Froundi à propos de cet article, cet alinéa 2 de l'article 8 qui vient d'être cité, qui a causé le départ de plusieurs cadres du parti. Froundi estime que cet article a plutôt permis au SDF de survivre aux manœuvres de déstabilisation. Est-ce que ça se comprend? Non, c'est un article qui lui a permis, lui, de survivre à un certain nombre de mouvements où les gens se rendaient compte que lui tirait le parti. Mais aussi les mauvais anges ont été chassés du paradis. Ce ne sont pas nécessairement de mauvais anges. Le mauvais ange peut même se trouver à l'intérieur du SIF. Je regrette de vous le dire. Quand vous voyez la connivence assumée de M. Froundi avec le pouvoir, il n'y a que des gens qui acceptent de se faire tromper qui suivraient le SIF aujourd'hui. Ça, il faut malheureusement le dire. Et je vais vous révéler une chose réelle. Au moment où on met sur la table la question du code électoral, j'ai souvenance qu'avec mon ami Mathias Eriko Nanguini et puis Stéphane Akwa, le SIF nous appelle à Ntarikon. Moi, je me retrouve en Ntarikon alors que je viens même de me faire agresser. J'ai une jambe que je trimballe. Mais je dis, si c'est pour la bonne œuvre, pour essayer d'aider, de donner un équipement intellectuel à ces gens, pour qu'ils aient à répondre. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'on leur a donné comme élément pour essayer de revoir. C'est assez dire qu'en réalité, il y a un certain nombre d'individus qui se sont accaparés des partis politiques d'opposition pour en réalité résoudre leurs problèmes de survie, plutôt que de capitaliser le capital sympathique que les uns et les autres avaient mis entre leurs mains. Et je dis, ils tiennent le peuple en otage. Ils le tiennent en otage, aidant en cela le pouvoir à continuer à tenir davantage les Camerounais en dehors de la démocratie. Professeur Claude Abbé, si vous permettez, on va rester sur les questions d'alternance. Koupi Dadambou, avec vous. On parle bien des reproches qui sont faits aux partis politiques. On parle de l'absence de débat à son sein, l'inamovibilité des présidents à leur tête. Vous avez reconduit le vôtre à la tête de votre parti à la faveur de cette convention que vous venez de citer. C'était le meilleur candidat ou alors il y a un blocage dans l'alternance dans votre parti? Carole, avant de répondre à votre question, permettez que j'évacue quelques préoccupations relevées par le professeur Claude Abbé. Je suis quand même déçu, vous me le permettrez, de comprendre que c'est facile de tirer sur l'opposition que de se poser la question si dans sa posture, on joue également le rôle que la société attend de vous. Dans toute société organisée, l'intelligentsia a pour rôle d'éclairer l'opinion, d'orienter le débat, de travailler dans le sens de permettre à la République d'avancer. Mais on a l'impression qu'il y a des donneurs de leçons qui, généralement, ne sait même pas de se frotter aux réalités, comprenant ceci que l'exemple vaut mieux que la leçon. Il vient d'expliquer. Lorsque vous jugez, par exemple, un parti, vous dites que l'opposition, vous ne pouvez pas me l'opposer. Permettez que j'avance. Carole, je ne vais pas permettre vous allez répondre. Vous ne pouvez pas me l'opposer. Je fais partie des universitaires qui
tiennent la lampe pour éclairer la société camerounaise. Qui normalement disent des choses qui ne peuvent pas être appliquées. Mais qu'est-ce qui dit? Qu'est-ce qui peut être appliqué? Allez-y. Non, écoutez, quand vous dites c'est-à-dire que quand on dit que c'est un parti conjugal, c'est faux. Sur le débat intellectuel pour ça. Vous dites que l'UDC est un parti conjugal. Quand il a fallu à un moment donner un député et puis un maire, le mari est parti à la mairie et puis la femme au Parlement. C'est un langage dépassé. Ce n'est pas faux, il s'agit de faits historiques. Je ne peux pas perdre le temps à répondre à ce genre de débat qui véritablement... On évolue dans le débat. Je voudrais dire tout simplement que quand on dit qu'un parti se confie dans une région, voudrait dire que peut-être dans ses statuts, il interdit aux autres régions d'adhérer. Ou que dit que dans ses statuts, il refuse de recevoir les autres. C'est une assise nationale. J'invite le professeur Claude Abbé de venir prendre la carte d'adhésion à l'UDC. Non, moi je ne veux pas prendre la carte d'adhésion. Il sera expulsé tout simplement parce qu'il ne relève pas du tout. Dans un parti conjugal, non. Et je dis donc que pour aider la République à avancer, il faut au moins relever ce que les gens font de bon. Et les aider à voir ce qu'ils font de mal. On ne peut pas voir tout en noir et penser qu'on est en train de la République avancer. Nous faisons du bien. Je crois qu'Abral a dit tout à l'heure. La constance dans son idéologie. La pertinence dans ce qu'on propose. Je pense que quand je viens à un débat, je m'attends à ce qu'on focalise les débats sur ce que les uns et les autres proposent au lieu de rentrer sur des débats de personnes. La République du Cameroun a beaucoup plus besoin des arguments, des propositions, des projets concrets que de focaliser les débats sur les personnes. Et l'UDC pense, vous le savez, nous fondons notre idéologie sur l'éthique. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que le mot éthique revient non seulement dans les discours publics, mais également dans le langage courant au Cameroun. Nous sommes en train de bâtir une république des républicains patriotes respectueux de la République et nous nous réjouissons à ce que les uns et les autres se rapprochent de cette idéologie. Il faut terminer en disant que nous avons reconduit avec brio le docteur Adamou Damjoya comme président national de l'UDC. Acclamation. Aucun candidat face à lui. Non, écoutez, il n'y a pas l'acclamation voudrait dire l'unanisme. Exactement. Ça voudrait dire également le consensus. Et le consensus est perçu comme le point d'achèvement d'une démocratie bien faite. Parce qu'on est au consensus, ça voudrait dire que les uns et les autres poursuivant les mêmes objectifs, chacun juge sa capacité en fonction des objectifs et connaît qui est le mieux placé pour pouvoir atteindre aux objectifs. Je suis véritablement déçu de ce que ni les intellectuels, ni les contradicteurs politiques de l'UDC, personne ne se pose la question, qu'est-ce que l'UDC a dit au sorti de cette convention par rapport à sa vision de la République du Cameroun. Mais la question se pose, est-ce que Damjoya est reconduit? Est-ce qu'il y a eu un autre candidat? Franchement, pour moi, c'est un débat de bas âge. Merci, parfait. Bon, peut-être parce que lorsque vous ne changez pas d'homme, on se dit que la vision reste la même, non? Si tu permets, je vais reprendre un peu au professeur Abbé. Il dit que pour lui, l'opposition n'est rien parce qu'ils étaient à une réunion, ils sont venus aider le SDF et ils ne savent pas ce que le SDF a fait de leurs recommandations. Prof, je vais vous dire ce qu'on a fait de vos recommandations. On les a exploitées, on les a amenées à l'Assemblée nationale, elles ont été rejetées. Elles ont été rejetées. Donc, on a utilisé ce que vous avez fait. Donc ce n'est pas sur cette base. Non, c'est qu'on a en face de nous une assemblée obèse détenue par le RDPC et toute proposition de loi venant du SDF ou bien de tout autre parti est rejetée. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous parlez d'alternance. Les alternances, c'est pas... On ne prend pas les gens n'importe comment pour venir faire les alternances. Les alternances se font Monsieur sur Biya la base. vous dira la même chose. Hein. Personne n'a jamais demandé pourquoi Biya reste président. Il y a un débat injuste. On ne peut pas comparer le SDF et M. Biya à la tête de l'État. C'est ça, parce qu'on ne peut pas nous opposer. Oui. Donc pour l'alternance, je vais vous dire, madame, le SDF en congrès en février 2017, il y aura 2500 délégués. Pour qu'il y ait alternance, il y a deux conditions. Monsieur Frunzi, le chairman, se sent fatigué, il décide de ne pas se représenter. Ou alors, il se sent capable de se représenter, il vient et d'autres candidatures se mettent en évidence. Et puis les 2500 délégués choisissent qui va conduire les destinées du SDF. Voilà ce que prévoient les statuts. En dehors de ça,
c'est du blabla, Merci, blabla. Georges-Alain Boyomo, en regardant le SDF depuis plusieurs années, depuis 25 ans, on se rend compte qu'il n'y a véritablement jamais eu de candidat face à M. Froundi, comme il a expliqué, même si les statuts le prévoient, pour un renouvellement à la tête. Il y a eu des candidats. Il y a eu Célestin Jamen. Oui. Il y a eu... Qui n'est pas arrivé jusqu'au vote, hein, mais qui a quand même initié une procédure de candidature. Les mécanismes textuels du texte oui. disqualifie tout concurrent à M. Froundi. Georges, je peux aller plus loin. En 2004, il y a eu 3 candidatures. Bernard Mouna, voilà. Nuchoko et puis Froundi. Voilà. Froundi a gagné avec, je crois, 1000 voix. Bernard Mouna est venu avec 63 voix, et ainsi de suite. Donc il y a eu des candidatures et ils ont été battus à plate couture. Non, ils n'ont pas été battus à plate couture. Les textes sont taillés sur mesure pour que M. Froundi reste éternellement à la tête du SDF. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'aimerais tranquilliser Parfum Voum. Nous disons clairement que en face du SDF, en face de l'opposition, il y a un pouvoir qui ne travaille pas, qui ne met pas toute son énergie pour l'action en faveur de l'intérêt général, mais qui met toute son énergie pour durer. Ça c'est clair. Maintenant, les reproches qu'on fait au SDF et aux autres, c'est de reproduire tout l'État, de ce pouvoir, tous les avatars du parti au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous dites qu'il y a une différence entre l'État, être président de la République et être président d'un parti, moi je ne trouve pas beaucoup la différence. Qu'est-ce qui nous fait penser que M. Froundi, qui est tenté par des désirs de TNT, ou M. Ndamjoya, devenu président, qu'il ne fera pas la même chose. C'est écrit dans nos statuts. Le président ne peut pas être du parti. J'ai pensé à une formule. C'est clair dans nos statuts. Dans une posture de proposition. C'est impossible. L'enjeu principal, c'est la candidature à l'élection présidentielle. Parce que autant on dit au RDPC, le président national, le candidat, entre guillemets, naturel du parti à l'élection présidentielle, autant c'est l'enjeu dans les autres partis. Même dans les partis où il y a eu un semblant d'alternance, je pense à l'AFP, je pense au Manidem, lorsqu'il y aura la présidentielle, vous allez bien voir que les dinosaures qui se définissent comme les présidents fondateurs vont sortir du bois pour candidater à l'élection présidentielle. Donc en fait, il n'y a même pas d'alternance dans ces partis. Alors moi, je propose simplement que ces gens, ces présidents qui veulent s'éterniser à la tête des différents partis soient placés comme président d'honneur, une espèce de deuxième section, comme dans l'armée, et qu'au moment, à la veille de l'élection présidentielle, qu'on organise les primaires, ça va libérer les énergies, ça va permettre au moins que des gens plus dynamiques, parce que je ne peux pas penser que M. Froundi a la même énergie qu'il y a 26 ans, alors qu'à côté de lui, il y a des personnes valables comme les Joshua, comme les Nietzsche, comme les N'Djamen, etc. Donc je pense qu'il faut que cette réflexion soit menée. C'est dans l'intérêt de l'opposition. Et on n'est pas dans une posture de critiquer. C'est pour ça que je vous dis, je propose également. Merci Georges-Alain, c'est noté. Le parti puisse s'améliorer. Cabral Libye, on a parlé, vous avez posé la question tout à l'heure de savoir de quelle opposition on parle. Je voudrais revenir avec vous dès 1991, après la libéralisation de la scène politique et cette marche du 26 mai 90. On avait 57 partis légalisés. 25 ans plus tard, on en a 298 au Cameroun, soit une moyenne de 11 partis politiques créés en un an. Et les questions de coalition se sont toujours posées au fil de ces générations. Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre avis? Est-ce que c'est l'absence d'idéologie, alors ce multipartisme que Fabien Ebousi-Boulaga a appelé administratif et non pas compétitif sur le terrain? Ce qui n'a pas marché, c'était la conjugaison d'objectifs nobles avec les égoïsmes des individus. Et la dernière considération a toujours pris le dessus. Ce sont les égoïsmes des individus qui ont mis en péril. Et ces égoïsmes ont d'ailleurs opposé les deux partis qui sont représentés ici à un moment. L'un a été choisi par l'une de ces coalitions, le président de l'UDC, et l'autre n'ayant pas été choisi a décidé de tout détruire, président du SDF. Tout le monde est reparti à zéro. Mais ils sont aujourd'hui côte à côte et c'est justement ça le problème. C'est que quand on parle d'opposition, on mélange tout le monde. Mais d'aucuns souffrent malheureusement de la réputation des autres. Vous voyez là, on parle SDF, SDF, SDF. Pourtant, aujourd'hui, l'espace politique, ce n'est pas que le SDF. Il y a de nouveaux partis émergents qui font un travail extraordinaire. Ils avancent. Madame Kawala, aujourd'hui, est sur le terrain avec le CPP. Aux côtés d'elle, d'ailleurs, on voit Parfum Voum. Voilà des choses qui sont bien. Il y a l'UFP aujourd'hui avec Olivier Billet, qui a même une mairie. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a aujourd'hui le MRC qui émerge et qui fait ce qu'il peut. Donc, tous ne sont pas
à loger à la même enseigne. C'est pour ça que d'entame, je disais qu'il y a d'abord une génération de personnes. Certainement, lorsqu'ils auront pris leur retraite, ça va s'éclaircir dans ce champ-là. Et j'aime bien que vous soyez revenus aux sources de tout cela. L'un des problèmes aujourd'hui de l'opposition, c'est qu'on ne sait même pas déjà ce que c'est l'opposition. Là-dedans, vous mettez tous ceux qui sont en face de l'ordre proposant, de l'ordre gouvernant. J'aime toujours rappeler que le RDPC n'est jamais arrivé à la magistrature suprême par une élection. Le RDPC, c'est l'excroissance de l'UNC. Ils ont toujours été là. C'est les autres qui les ont trouvés là. Et malheureusement, on parle de 90, tu parles 90-91. Oui. Lorsqu'on fait le réaménagement institutionnel du Cameroun, à la différence de beaucoup d'autres pays comme la Guinée, le Tchad, la RDC, en fait le Congo, le Zaïre devenu RDC, tout le reste, on n'a jamais aménagé une place à l'opposition camerounaise, comme en Grande-Bretagne et tout le reste. L'opposition n'a pas de statut au Cameroun. Donc, quels sont leurs devoirs? Parce qu'effectivement, ils ont à lutter contre des gens qui, eux, ont la faveur d'un aménagement institutionnel. Le RDPC s'appuie sur un dispositif institutionnel qui est l'exécutif. Eux, ils utilisent ça pour rester, c'est le rapport de force. Ils l'utilisent pour rester. Eux ne bénéficient, eux, de l'opposition, d'aucun dispositif institutionnel qu'ils peuvent actionner à un moment pour se mettre véritablement en situation de concurrence. Du coup, les humains qu'ils sont succombent au fil du temps. Quelqu'un a parlé de la République usurière, le professeur Abbé. Avec le temps, la famine, la vieillesse et tout, ben on finit par déchanter, on concède un certain nombre de choses. On arrive justement à ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est de s'arrêter et de donner la chance à d'autres. Donc voilà véritablement le problème. C'est-à-dire nous nous engluons pas seulement sur les errements et les égarements de quelques individus. Oui. Il se passe que le dispositif institutionnel camerounais aujourd'hui, le cadre juridique dans lequel il fonctionne est défavorable et inégalitaire. Je viens à vous par une question. Après le multipartisme lancé dans les années 90, notamment en mars 92, on a aussi connu les premières alliances entre le parti au pouvoir et les partis qui étaient présentés comme ceux de l'opposition. Je parle du MDR et de l'UPC. C'était le début de la fin d'une opposition qu'on aurait dit concurrente, par exemple? Avant peut-être de répondre à votre question, permettez-moi vraiment en une seconde de dire à M. Koupit Adamou que je crois qu'il y a confusion de genre sur l'universitaire que je suis. Il me souvient qu'avec Fabien Eboussi Boulaga et Mathias Eriko Nangini, nous avons co-dirigé un ouvrage sur repenser et repositionner l'opposition et que nous leur avons donné parmi les éléments cette question du statut. Et donc vraiment, je crois que vous devez... Il y a des propositions qui sont faites. Vous devez en 2014 aux éditions Terroir. Vous devez revoir votre appréciation dans... Non, excusez-moi. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller vous l'acquérir et que si vous l'appropriez véritablement bien, on aura effectivement une opposition dans ce pays. Maintenant, la question que vous me posez, c'est pour lui montrer qu'en réalité, je suis le phare qu'il cherche. Et que ce phare-là existe effectivement. Je travaille aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir, quand cela est l'intérêt du peuple camerounais. Aujourd'hui, c'était effectivement le début de la fin. Parce qu'en réalité, l'opposition avait là, tout au moins l'opposition institutionnelle, avait là une arme institutionnelle en main, à savoir au niveau du Parlement, puisque l'obésité représentative du parti proche du pouvoir était remise en question, puisque le RDPC n'avait que 88 parlementaires à l'époque, et ça ne leur faisait même pas la majorité pour pouvoir voter une loi. Avec le ralliement du MDR, de l'UPC, le RDPC avait désormais toutes les manettes en main. C'est-à-dire que s'il fallait revoir un certain nombre de textes qui allaient réorganiser effectivement le jeu politique et le jeu institutionnel, ils avaient entre les mains une arme d'une importance certaine, qu'ils ont malheureusement eux-mêmes décidé. Ça, ce n'est pas le pouvoir qui leur a empêché de jouir de cela. Ils ont eux-mêmes décidé de remettre ce pouvoir-là entre les mains du pouvoir établi à l'époque. Et à ce moment-là, comme le disaient les juristes, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et à mon avis, quand vous dites qu'il n'y a que le pouvoir en place qui vous a empêché de tout faire, il faut d'abord commencer par vous regarder vous-même.
D'accord, parfait. Il vous est reproché ces dernières années-ci une connivence quelque peu, comme l'appelle le peuple camerounais, qui ne comprend pas très bien les fréquences de rencontres entre M. Froundi et M. Biya, qu'on a d'ailleurs vu au boulevard du 20 mai il y a quelques jours. Est-ce que vous comprenez que l'on vous soupçonne d'avoir pactisé, je vais le dire comme ça, avec le pouvoir? Juste parce que les deux leaders s'affichent déjà. Mais dans les républiques bloquées, comme a dit quelqu'un, il est normal qu'il y ait ce genre de réaction. D'accord. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a lavé le cerveau des Camerounais. Qui a lavé le cerveau? Tout le monde. Vous voulez que je vous dise quoi? Oui, compris vous. Le cerveau des Camerounais Mon cerveau est propre, il n'est pas lavé de telle sorte qu'un leader d'un parti, le leader de l'opposition, n'a pas droit de rencontrer le président de la République. Vous n'avez pas préparé les masses à votre revirement parce qu'on part de Biya Mosgo à Biya, je vais le rencontrer à Etoudi. Il y a une cassure et du coup... Non, le SDF a toujours été favorable au dialogue. Avec Biya Mosgo? Bon, le Biya Mosgo s'oppose au Biya Mosté. Vous savez ça? Que pendant que nous parlons du Biya Mosgo, d'autres parlent de Biya Mosté. Mais restons sur vous, vous qui avez échangé sans prévenir, oui. Maintenant, il était question pour nous de dialoguer pour que le Cameroun ne se retrouve pas dans cette situation. Vous avez préparé les masses à cela? Bon, je ne sais pas. Depuis la création du SDF, nous avons toujours pensé qu'il était important qu'il y ait un dialogue franc. Malheureusement, une fois de plus, professeur, et nous sommes obligés d'accuser le pouvoir parce que c'est lui... Après avoir remis au pouvoir toutes les clés. C'est lui qui a entretenu d'abord ce flou et c'est lui qui a refusé de respecter le minimum de dialogue ou bien de résolution qui ont été prises lors de ces dialogues. D'accord. Parlant de la coalition, j'espère qu'on va y revenir. Non, je suis viscéralement opposé à la coalition. Si en 2004, j'étais le leader ou bien l'un des cadres, je me serais opposé à cette affaire de coalition. Ce qu'il faut, et je l'ai publié sur mon compte Twitter et ma page Facebook, c'est qu'il faut un rassemblement autour du parti leader. C'est ce qui se passe. Le parti leader, c'est qui? Évidemment, le SDF. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Vous ne pouvez pas voir Mélenchon et le Parti socialiste s'asseoir sur une table et on dit que c'est Mélenchon qui va conduire le Parti socialiste vers la victoire. C'est impossible. C'est pour ça qu'en regardant mon camarade de l'UDC, je lui dis, il y a eu une erreur. Et en 2017, 2018, si on reprend les mêmes travers, nous n'irons pas loin. Parce qu'il faut reconnaître, la politique, ce n'est pas le sentiment, et c'est Boyomo qui l'a dit, c'est une affaire de rapport de force. Le SDF a un réseau de militants important, le SDF a des moyens, le SDF a une influence diplomatique qu'il faut exploiter. Vous pouvez être contre M. Froundi ou bien contre le leader du SDF, mais retenez que c'est la plus grande formation politique. Koupi Dadamou, alors vous, particulièrement dans l'UDC, vous n'avez pas compris en 2013, lors de la sénatoriale, que le RDPC appelle par exemple à voter dans l'Ouest Cameroun pour le SDF, et vous avez crié à la connivence. Bon, écoutez, Carole, je suis quand même en mal de parler de manière contradictoire avec Parfait Boom. Vous savez, l'une de nos batailles à l'UDC, c'est de faire la politique autrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se départir de la parole divine parce qu'on est en politique. La politique, c'est le respect de la parole donnée. On peut travailler sur quelque chose, mais il faut respecter l'hypothèse de départ. Comme il le dit clairement, si en 2004, l'hypothèse était que je suis le plus fort, les plus faibles doivent venir s'aligner derrière, peut-être ceux qui étaient d'accord avec ça seraient venus. Mais si l'hypothèse, qui était d'ailleurs pilotée par le secrétaire général du SDF, et dont la plupart des cadres du comité scientifique de gestion de la coalition étaient les cadres du SDF, était de définir un certain nombre de critères que le candidat devrait choisir et celui qui obtiendrait le plus grand nombre de points serait considéré comme le candidat unique. Il fallait respecter. On n'a pas respecté ça, je n'aime pas revenir sur cela. Aujourd'hui, c'est clair, et tout se passe comme si les uns voudraient s'aider, s'entraider. Aide-moi à rester au pouvoir, je t'aide à rester leader de l'opposition. Mais, et cela, et vous, dans tout ça, on peut tirer la leçon de voir si ça permet à la nation d'avancer. Et le concordant. Et la question que vous posez, oui.
Vous pouvez me rappeler La question de la connivence avec le RDPC. Alors, avec le RDPC, moi, je ne suis pas fondé de juger le choix politique des uns et des autres. Le SIF peut aujourd'hui décider de se fondre dans le RDPC. C'est un choix stratégique. Mais il faut me poser la question sur l'Union démocratique du Cameroun que je représente sur ce plateau. L'UDC travaille et nous pensons que nous restons constants, fidèles à notre ligne politique. Nous croyons à la République. Nous croyons que l'intérêt général doit primer. Quand on est face à des difficultés, on doit dérouler des stratégies qui tiennent compte de ce qu'il faut pour contourner l'obstacle. Y compris avec le candidat La popularité peut être un critère. Est-il le critère suffisant? N'importe qui peut le voir. Si c'était le critère suffisant, on n'en serait pas là. On en aurait fini depuis 92. La question de la coalition, est-ce que c'est encore possible, Georges-Alain Boyomo, tel que vous regardez le microcosme sur le plan de l'opposition, c'est possible de s'aligner derrière Froundi, par exemple, ces jours-ci? Je pense que dans le contexte actuel, c'est assez difficile. Ça me permet de réagir sur le propos de Parfum Vroom qui dit que lorsqu'on est l'idée, il faut que les autres s'agrègent, les autres s'alignent. Moi, je vois une initiative peut-être qui ne marche pas tambour battant, mais au moins qui comporte, j'allais dire, une dynamique qui devrait unir l'opposition. C'est cette affaire par rapport à la modification de la Constitution. Il y a des partis qui sont réunis autour du concept standard le Cameroun. Oui. Alors, je me pose toujours la question pourquoi jusqu'à aujourd'hui le SDF n'a pas clairement donné sa position par rapport à cette affaire, qui me semble quand même quelque chose de fédérateur. De fédérateur. Et surtout, l'UDC est pratiquement allé de l'autre côté en ressuscitant le pacte républicain qui me semble quelque chose de nébuleux, quelque chose de flou. Non, c'est pas nébuleux. C'est ça qui est même précis. Non, ce n'est pas quand... C'est ça qui est véritablement difficile de comprendre. Ce n'est pas quand un groupe de partis... Ce n'est pas quand un groupe de partis sort avec un concept qui peut rassembler l'opposition, vous sortez avec un autre. Vous n'avez pas cherché. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Je suis désolé de le dire parce que vous n'avez pas investigué pour comprendre ce qui se passe. Le pacte républicain, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de vaseux. J'espère que mais maintenant, c'est l'opportunité de sortir le pacte républicain des vestiges au moment où il y a quelque chose qui peut fédérer l'opposition. J'aimerais également réagir sur la rencontre entre Froundi et le président Biya. Il faut dire que fondamentalement, la politique, ce n'est pas la tauromachie. Ça veut dire que les leaders peuvent se rencontrer et parler des choses qui engagent l'avenir de la nation. Ce qui irrite le peuple, c'est que ces leaders-là se rencontrent généralement pour parler des choses qui n'engagent pas leur avenir. Qu'est-ce qui empêche Comment vous savez? Comment vous le savez? Alors, la première rencontre à Bamenda, après la note officielle, à Bamenda, au cinquantenaire des armées. Alors, le président Fou nous a dit qu'il a soumis un projet de réforme du code électoral. Oui. Qui n'a jamais eu véritablement lieu. Travaillé par le professeur Claude David. Qui n'a jamais eu véritablement lieu. Alors on s'attend à ce que M. Founi manifeste son courroux en n'allant pas serrer la main à M. Biya au palais, en ne s'affichant pas avec lui au palais, au boulevard du 20 mai. On voit bien M. Hollande consulter M. Sarkozy, qui est son pire ennemi politique, lorsqu'il y a des questions d'intérêt général comme le terrorisme. Est-ce que M. Froundi a été consulté pour les questions de Boko Haram? Et vous donnez la faute à qui? La faute à qui? Au lieu d'accuser le pouvoir qui refuse de dialoguer, qui a géré la guerre de Boko Haram tout seul, vous parlez plutôt de Froundi. Et parlant de la modification, Cabral, si tu permets. Une coalition, je vous en prie, parfait, je vous dis la parole. Cabral, on va évacuer cette question de coalition puisqu'on est en train de sortir de cette première partie. Est-ce que c'est encore possible de se mettre ensemble pour être face, par exemple, à M. Biya s'il accepte d'être candidat en 2018, comme ses partisans le lui demandent? Je suis obligé de nuancer un peu le propos de Parfum Vroom sur la question. D'abord, je suis, vous savez, j'observe le professeur avec du coin de l'œil et je vois le plaisir qu'il a à mettre les opposants dans l'inconfort. Lui qui a l'habitude de critiquer les proposants et les gouvernants. Et ça nous permet aussi de jauger leur capacité à réagir lorsqu'ils sont percutés de plein fouet et parfois sans ménagement, comme c'est le cas. Tout cela participe de l'école de la démocratie. Mais sur les coalitions et sur le propos que vous avez tenu, vous êtes opposé aux coalitions. Alors, votre propos est même séduisant sur la forme, en disant nous sommes les meilleurs, les autres doivent venir derrière nous. Sauf que l'exemple que vous mobilisez pour sous-tendre cela n'est pas le bon. Parce que quand vous prenez Mélenchon et Hollande, ils sont en réalité en France
dans le groupe socialiste. C'est-à-dire que idéologiquement, c'est un appareil organique unitaire. Tout à fait. Oui. Par contre, la démarche qui est la vôtre ici n'est pas une démarche au sein d'une idéologie, d'une famille idéologique. On est dans une démarche stratégique. Le rapport de force vous est défavorable parce que, comme je le disais tantôt, celui qui est en face utilise l'appareil d'État. Vous ne pouvez pas fonctionner dans une unité organique. Seule l'unité d'action peut vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc vous êtes obligé dans l'unité d'action de définir une plateforme avec des règles de fonctionnement. Que tout le monde va respecter. L'un des problèmes justement aujourd'hui de Froundi, et peut-être même finalement l'un des problèmes de l'opposition, c'est que nous sommes en 2016. Il y a 25 ans, pour être un grand leader, il fallait simplement être courageux. S'opposer à l'ordre établi, aller dans la rue, vous faire fouetter, et pour vous deveniez dans la psyché collective quelqu'un de très grand leader. National, oui. 25 ans plus tard, ça ne marche plus. Sinon, vous, parfois, vous et Kawala fouettez que vous laissez ces derniers temps tous les jours, vous serez devenu de très grand leader. Oui. Ce qui compte aujourd'hui en 2016, c'est la parole donnée. Et je n'ai pas l'impression que là-bas, dans l'opposition, on mesure aujourd'hui la portée au sein de l'opinion de la parole donnée. Quand vous dites une chose lundi, vous croyez que c'est la blague, vous faites le contraire mercredi, personne ne parle, mais on vous a vu et l'opinion vous a catalogué comme étant l'ami de Paul Biya. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre institutionnel pour ce type de rencontres. C'est des rencontres informelles. Du coup, ce n'est pas préparé et ce n'est pas soutenu. Après, on fait circuler des choses. Comme quoi, quand ils se sont vus, l'un a eu une Prado après avoir coillé un chien. Est-ce que c'est vrai encore que c'était pas un chien? D'ailleurs, il y a eu mort d'homme. Est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Quand on voit les fils des uns épouser les enfants des autres, je veux bien que les gens soient d'une même famille, mais voir quand même le fils de Le Pen un jour, ou la fille de Le Pen, et même sa petite fille, Marion Maréchal, épouser même le neveu de Sarkozy, c'est pas près d'être arrivé. Mais lorsque vous avez quand même un haut dignitaire RDPciste, dont le fils épouse la fille d'un haut dignitaire de l'opposition, on se dit qu'autour d'une bouteille de champagne le jour du mariage, on n'est pas étonné qu'on se soit dit des choses qui se matérialisent plus tard par une maison construite aux frais de l'État. Du coup, ça devient très compliqué dans cette affaire. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que beaucoup de choses changent. Alors, parfait, vous avez annoncé votre convention en février 2017. Vous sortirez de là avec quoi comme feuille de route pour le SDF? D'abord, le fait pour moi de défendre les positions du SDF ne signifie pas que nous n'avons pas d'insuffisance. Bien sûr. Et au SDF, nous sommes les premiers à le reconnaître. Je peux vous prendre 2 ou 3 cas. Le fait que le shadow cabinet ne fonctionne pas de façon optimale, ça nous gêne. Hier, il y a eu un problème de grippe aviaire. Je me serais attendu à ce que le ministre du shadow cabinet de l'élevage du SDF montait au créneau. Oui, donc c'est ce genre de choses dont nous reconnaissons qu'il y a des insuffisances. Et c'est lié, n'est-ce pas, à la naissance des formations politiques, leur fonctionnement et un certain nombre de choses. Maintenant, parlant de la question, la feuille de route du SDF, en 2 mots, s'il vous plaît. D'abord, nous sommes en pleine réorganisation nationale du parti. Et je suis sûr que 70% d'exécutifs régionaux vont bouger. Parce qu'il faut que ça bouge. Donc, il y aura un renouvellement. Il y aura un renouvellement. Maintenant, jusqu'à la tête du parti? Non. La tête du parti, je vous ai dit, ça n'once pas comme ça. D'accord. S'il y a des candidats, s'il y a des personnes courageuses qui peuvent prendre la direction du parti, nous sommes prêts à les soutenir. Mais Adamo également, vous aussi, à l'UDC, 25 ans plus tard, vous avez fait votre introspection. Vous êtes sorti avec quoi en 2000, s'il vous plaît? Nous avons relooké le projet de société de l'UDC pour l'adapter aux nouveaux enjeux économiques et socio-culturels. D'accord. Et je dois dire ici que si on a reconduit le président, c'est compte tenu de ces défis-là. Les mêmes hommes avec de nouveaux défis. Et je rappelle ici, on aime prendre l'exemple de la France. Le RPR en France a été créé en 1976. C'est en novembre 1994 que Chirac a cessé de devenir président pour devenir président de la République en 1995. Ça fait près de 18 ans. D'accord. Président fondateur. Charles de Gaulle, avant
Charles de Gaulle, avant le RPR, il y avait le RPF en France. Oui, passons tous ces exemples parce qu'on a plus le non, temps. effectivement, pour que nos auditeurs comprennent que l'enjeu de président des partis politiques n'est pas le même que celui du président de la République. L'opposition camerounaise est en train de se battre pour dire qu'au Cameroun, pour que la démocratie fonctionne, il faut trouver une incompatibilité entre le président d'un parti politique qui est une formation, une association d'abord privée, d'intérêt public, et le président de la République. Nous reprochons l'inamobilité du président de la République. Personne ne s'occupe de l'éternisation du président Biya comme président du RDPC, parce que les décisions prises comme président du RDPC ne s'imposent qu'aux militants du RDPC. Sur ce plateau parce que le président de l'UDC, quand il prend une décision, cela ne s'impose qu'aux militants de l'UDC. Ce n'est pas la même chose pour le président de la République. Et Cabral Libi, on sort avec des nouvelles forces de l'opposition. Comment est-ce qu'elles peuvent gagner du terrain mieux que ça? Moi, j'ai vraiment confiance aux nouvelles forces de l'opposition, et même aux anciennes. Parce que malheureusement, quand on évolue, il faut prendre dans l'ancienneté ce qui est bien. Pas malheureusement, heureusement d'ailleurs. Cela, c'est une nécessité. L'alternance au Cameroun aujourd'hui s'impose comme une nécessité absolue. Il faut un autre président de la République. Pour mille raisons, on a souvent eu l'occasion de les décliner. De quelques bords politiques qu'ils viennent. Et je pense qu'on ne doit pas botter en touche tous les leaders de l'opposition. Autant moi, Frundi ne me séduit plus particulièrement à cause de ses multiples revirements. Autant par exemple un vétéran comme Adamou Ndamdjoya, dont les faits d'armes, dont j'ai envie de dire le CV reste éloquent. Il a été ministre, on sait ce qu'il a pu faire quand il était ministre. Même dans son parti, son intégrité ne fait pas de débat. Et une voix pour Adamou Ndamdjoya. Oui, mais je voudrais donc dire, non, il faut le reconnaître objectivement. Oui, maintenant, puisqu'on parle des nouvelles formations politiques, sortir vraiment. Moi je pense qu'il faut fonder beaucoup d'espoir en ces nouvelles formations politiques. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'il faut que les leaders de ces formations politiques intègrent que la recette du courage d'il y a 25 ans ne marche plus. Aujourd'hui, l'éveil citoyen est tel que vous devez faire vos preuves. Et on veut voir en vous des gens qui ne vont pas commettre les mêmes erreurs. Du coup, il y a une chose qui est atavique aujourd'hui à l'opposition, c'est l'absence. Figurez-vous qu'un sombre individu comme moi passe parfois pour quelqu'un de plus présent sur pratiquement tout ce qui concerne les citoyens au quotidien. Parfait, vous me la relevez que les responsables des partis politiques. Oui, mais les anciens, c'est leur mode opératoire, ça ne nous étonne pas. Ils attendent l'élection pour parler d'élection et de suffrage. Par contre, les nouveaux, grippe aviaire, vous l'avez dit, ça fait 2 ou 3 jours. Dans ces nouvelles formations politiques, je cherche le MRC, je cherche l'UPF, je cherche le CPP. C'est bien le vendredi noir, mais on les cherche. Parce que si on veut faire comparaison avec les autres, il faut, dès qu'il y a un problème d'actualité, on voit des offres de solutions venir de toutes parts. Donc cette réactivité, cette prestance-là, ça pose problème. Et si jamais les nouveaux qui arrivent rentrent dans ce même système, malheureusement, ça ne va rien changer. Ce qui a tué le cacao va tuer le café. Georges-Alain Boyomo, comment l'opposition s'organise pour être le véritable contre-pouvoir? Je vais embrayer sur la chute de Cabral, parce que lorsque j'écoute Koupit et vous me parlez de leur leader, c'est avec une émotion proche de l'estase. Et moi, ça m'inquiète. C'est pas l'émotion, ça m'inquiète fortement parce que dans ce que Cabral dit, je crois que ce que je retiens, c'est que ces leaders-là ont travaillé. Ils ont aidé à bâtir la démocratie dans ce pays. Je prends par exemple le cas de M. Frundi. En 92, M. Frundi aurait pu se comporter comme... il aurait pu, comme il dit souvent, former un gouvernement parallèle il aurait pu entrer dans le SNC. Que ça aurait été... Je suis sûr que ce pays ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, vous reconnaissez voilà, non, je l'ai toujours reconnu. Moi, je suis pas forcément partisan comme vous le pensez. On est en train de terminer. Maintenant, je pense qu'il faut une espèce de réactivité de l'opposition par rapport au sujet de l'heure. D'accord. Et c'est pour ça que je reprends en écho le propos de Cabral sur des questions comme la grippe aviaire, sur 1001 questions d'ordre social. Il faut que l'opposition soit réactive. Moi, je suis un journaliste politique. Je vous assure que pour avoir, je prends pour le cas de l'UDC, pour avoir la réaction d'un élu de l'UDC sur une question d'actualité, c'est difficile. Merci. C'est difficile. Et parfois, je m'étonne lorsque je vois la politique en France. Vous voyez un député qui sort. C'est pas difficile. Personnellement, je vous ai envoyé un article en réaction d'un sujet important. Vous n'avez pas publié. Vous n'avez pas publié. Je vais terminer avec vous. S'il vous plaît. C'était une réaction. Permettons qu'on termine. Comment on reconstruit donc? Sur quels axes vous voyez bien cette reconstruction de l'opposition au Cameroun? Il faut passer premièrement d'une opposition de présence. C'est-à-dire qu'on dit là que je suis présent, je suis opposant. J'ai la carte d'un parti. Oui, il faut passer d'une opposition de présence à une opposition active. Et pour cela,
quand vous interrogez un certain nombre de partis politiques au Cameroun, ils sont rares comme le SDF ou peut-être le MRC, où vous trouvez une proposition, ou même encore le parti de M. Billet, Olivier Billet, où vous voyez un projet de société qui est porté par, c'est-à-dire qui est détaillé dans le cadre d'un ouvrage. Vous voyez les choses clairement. On a toujours le respect du côté du oui, il faut vous le dire. Oui. Il faut vous le dire. Premièrement, il faut cela. Deuxième chose, il ne faudrait pas, il faut sortir de cette politique qu'on pratique dans les médias. Ou alors au bout de 2 ou 3 carrefours pour se faire bastonner. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. On ne les voit pas du tout sur le terrain. On ne les voit pas sur le terrain. Troisième chose, partout où on a assisté à une transition où l'opposition a pu arriver à s'installer. Je peux vous prendre l'exemple du Sénégal, vous pouvez prendre le cas de ce qui est survenu par exemple au Burkina Faso. Oui. Vous pouvez aller dans une logique de politique comparée avec les pays de l'Amérique latine, le Brésil et autres. Il y a toujours eu une connexion entre les activités des organisations de la société civile qui, elles, sont au quotidien auprès, sur le terrain des populations et travailler sur les mêmes thématiques avec les gens, de manière à ce qu'il y ait une infrastructure politique du travail qui est fait par les organisations de la société civile. Ça fait que les gens se rendent compte que vous parlez à leur quotidien. Deuxième chose, quatrième chose, il faut nécessairement que la vieille garde laisse la place. Il faut que la vieille garde laisse la place parce qu'en réalité, c'est une garde aujourd'hui, sa parole ne tient plus. C'est des gens qui ont fini. Non, mais il y a des jeunes comme Parfum vous qui les soutiennent. Merci beaucoup. Excusez-moi, je finirai par une dernière chose. Je finirai par une toute dernière chose. C'est qu'on doit assister à un travail de professionnalisation du métier d'homme politique. Parce qu'en fait, quand vous voyez les guignols qui viennent dans ces affaires, vraiment, ce n'est pas un problème d'absence de respect pour eux. Vous vous rendez compte que les gens ignorent même le P à bas minimal de ce que signifie le métier d'homme politique en tant que tel. Merci beaucoup, monsieur. Que les formations politiques se transforment en entreprises politiques et que les leaders deviennent effectivement des entrepreneurs politiques. Je permets que nous marquions une pause pour reprendre le reportage de la semaine. Bientôt, les ménages auront accès à une connexion Internet au début sur l'étendue du territoire. C'est l'objectif du projet fixe de l'entreprise Camtel, sujet d'une convention avec la firme américaine William Clark et compagnie. 150 milliards de francs CFA pour le financement de 3 projets. C'est la belle récolte de Camtel au Ressent Forum économique Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Et c'est le reportage d'Arnaud Ngefak, André Maïndi. Signature des milliards qui se cueillent au bout des projets. Gloire au Forum Investir au Cameroun. La récolte de Camtel après la grande messe se constitue. Le bonheur vient du pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Le porteur William Clark and Company offre une cagnotte provisoire de 150 milliards de francs CFA d'investissement. Si les hommes d'affaires américains voient ce que je vois, ils doivent exploiter le potentiel camerounais. Cette convention n'est que le début, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire. Nous voulons juste une garantie de performance. 3 projets d'envergure au centre de leur intérêt. Comptez en premier le projet FTTX vu dans ses 3 composantes. Le premier, c'était sur le FTTH, Fiber to the Home, le FTTB, Fiber to the Building, et le FTTO, Fiber to the Office. C'est-à-dire simplement que nous allons densifier la capacité de notre réseau de fixe, le téléphone fixe, bien sûr, qui est notre cœur de métier, de manière à ce que tous les ménages aient le téléphone fixe. Mais comme c'est par fibre optique, la fibre optique transmettant toutes les communications, nous y allons donc avec et le téléphone fixe, et l'Internet, et la télévision. Un peu comme un bonheur en chemin pour les abonnés. 1 million de ménages et 300 000 entreprises en ligne de mire pour sa première phase de connexion en fibre optique. C'est un projet qui est important parce qu'aujourd'hui, vous tous, vous avez besoin de surfer à un débit très important.
Donc, nous, on va le faire grâce à cette connexion qui partira du réseau de Camtel vers les ménages. Et là, il y aura des applications qu'on appelle des applications tricotés ou quadricotés. C'est-à-dire que chez vous, à travers votre câble, vous aurez en même temps le téléphone et Internet, la télévision et même la VOD. Deuxième projet, la mise en place de 2000 pylônes sur l'étendue du territoire en prévision au déploiement du réseau 4G de Camtel. Priorité aux zones rurales et aux frontières. Un vœu cher en fond de ce projet. Couvrir le territoire de manière efficace d'un réseau large bande. Et c'est pour cela qu'il faut avancer avec ce projet. Lorsque ça arrive, qu'il n'y ait plus ni problème d'Internet, encore moins problème de téléphone, surtout pas échange de la connaissance, échange des expériences pour fructifier, pour densifier l'essor de l'économie numérique au Cameroun. Le projet porte une fondation solide pour sa réussite. 10 000 km de fibres optiques, un réseau large bande en cours pour une facilité de développement de tous les services innovants dans les domaines des TIC. Le dernier trophée de la convention Camtel et William Clark & Company, c'est le projet de construction de 2 data centers avec l'immeuble siège de Camtel, ce qu'on a appelé ici Twin Tosh. C'est un projet qui tourne autour de 100 milliards de francs CFA. Donc avec 2 tours de 25 étages. Une tour pour avoir des bureaux et l'autre tour, vous savez aujourd'hui que c'est pas moi qui vous le dirai, il est très difficile d'avoir des hôtels 5 étages ici à Yaoundé. Donc notre tour sera tout simplement pour les accommodations, donc avoir un hôtel, avoir le fitness, avoir des restaurants, c'est-à-dire le service. Donc ceci pour permettre à Camtel d'avoir un environnement de travail adéquat, mais surtout aussi pour que Camtel puisse contribuer à l'aménagement de la ville. Pour la mise en œuvre, ça presse déjà entre les deux partenaires. Je peux vous assurer que nous avons déjà des représentants aux États-Unis à l'heure où je vous parle, qui sont en train de discuter avec eux dans l'esprit de continuer les clauses de la convention qui a été signée. Je peux également vous dire que dans les 2 prochaines semaines, des experts américains viendront aussi, les experts de William Clark, viendront au Cameroun pour que nous continuions de densifier l'échange et que nous spécifions donc ce qui va rentrer dans le projet Data Center, ce qui va rentrer dans le projet extension du FTTX, ce qui va rentrer dans le projet de construction de 2000 pylônes. Les 3 projets, fruits du Forum économique Investir au Cameroun, permettront à Camtel à terme de retrouver une surface financière de 300 milliards de francs CFA par an. On n'est pas loin du bonheur. Et il sera encore question des retombées de la conférence économique internationale Investir au Cameroun, terre d'attractivité ce soir après le journal de 20h sur Canal International dans l'émission Stratégie où vous verrez peut-être le portrait de Nino Yannick, un des invités de cette conférence. L'invité témoin, le grand invité donc, ce sera Christian Penda Ekoka, conseiller technique à la présidence de la République. Ne manquez donc pas Stratégie après le journal de 20h sur Canal International ce soir. Georges-Alain Boyomo, est-ce que vous allez manger du poulet ces jours-ci? J'en ai consommé vendredi, quelques heures après l'interdiction, inopérante en réalité, parce que je ne vois pas comment, par un coup de baguette magique, parce qu'un arrêté du Minepia a été lu au journal de 20h, les gens vont arrêter de consommer du poulet. Je pense que peut-être sur le long terme, cette mesure-là va opérer, mais dans l'immédiat, c'est difficile de s'y conformer. C'est une mesure, je pense que les populations doivent intégrer que c'est une mesure qui s'inscrit dans un contexte. Il y a eu la découverte d'un foyer de grippe aviaire au complexe avicole de Mbogbeti et le gouvernement a réagi. J'ai eu le sentiment que c'est poussé par les réseaux sociaux que le gouvernement a été instruit par les ministres. Les ministres concernés ont été pratiquement sommés par le Premier ministre d'aller
s'exprimer devant le peuple. Et donc, il y a eu donc cet enchaînement. On espère que la menace sera effectivement circonscrite, que la situation sera effectivement sous contrôle et que cette affaire de sous contrôle-là ne sera pas dans... Kappa Libi, les responsables du complexe avicole de Vogbessi que Georges-Alain Boye me vient de citer sont soupçonnés d'avoir caché l'information, d'où cette enquête et des auditions. C'est un processus normal dans un pareil cas? Bon, d'abord, il faut saluer, même s'ils y ont été poussés, il faut saluer la réaction gouvernementale sur cette affaire. C'est ce qu'on attend d'eux. Oui, parfois on se plaint qu'ils ne réagissent pas, cette fois ils réagissent vraiment, oui. Et nous rassurent. C'est ce que Maman Fouda et M. Taïga, et M. Tiroma aussi. Et M. Tiroma au milieu des deux, ont essayé de faire, et c'est à saluer. L'un nous a rassuré que même au cas où vous attraperiez la maladie, le Tamiflu a été commandé, l'autre nous disant on a circonscrit et puis par la suite il a interdit la commercialisation, même si c'est encore inopérant. Mais il y a une autre question qui demeure, et d'ailleurs il faut aussi saluer le fait que contrairement à 2006 où il a fallu attendre plusieurs semaines pour savoir que c'était le H5N1, on est déjà doté d'une extension de laboratoire qui nous permet en 3 jours de déceler cela, c'est bien. Oui. Maintenant, il y a comme d'habitude, ce genre de choses vient toujours dévoiler d'autres choses. Lesquelles? On parle beaucoup du complexe avicole de Vogbeti. Il appartient même à qui? Moi, c'est la question que je me suis posée. Ce complexe appartient à qui? Et en investiguant, j'ai découvert que c'était une entreprise publique qui, en 92, a été donnée à des privés. Et d'ailleurs, le statut juridique de cette donation ou de ce transfert est flou. Était-ce une privatisation? Était-ce ci, était ça? Le ministre Sadou Ayatou était plus ou moins mêlé à tout ça. Au bout de toutes ces péripéties, ça a échoué entre les mains d'une entreprise dont on parle peu, qui s'appelle Sena Invest, qui est une entreprise privée dans des conditions un peu compliquées. Quand je dis Sena Invest, on n'est pas en plein Panama Papers quand même. Non, cherchez à Freeland. Cherchez à Freeland et ainsi de suite, vous trouverez, je vous fais confiance dans vos investigations. Alors, il se passe que cette entreprise importe des choses. Parce que quand je dis à qui appartient le complexe avicole, ça veut dire d'où est venue la maladie. La maladie sévit dans beaucoup de pays. Nous, pour attraper la maladie, il faut être en contact avec ceux qui ont la maladie. Donc, ça ne peut être que le fait de l'importation. Et d'avoir bravé une interdiction. Est-ce que cette entreprise n'a pas importé des œufs qui étaient contaminés? Pour le savoir, il faut voir le protocole d'importation de ce type de choses. Et l'une des premières choses qui apparaît aujourd'hui, c'est que ce protocole n'a pas été respecté. Parce que pour importer notamment les œufs ou du matériel avicole, il faut avoir une autorisation du Minepia qui n'a pas été obtenue. Du coup, la maladie peut être venue d'un pays contaminé. Voilà des choses qu'il faudra immédiatement expliquer aux Camerounais et certainement clarifier. Et du coup, se repose d'ailleurs la question du poulet congelé. Parce que lui aussi, il peut être contaminé. Il continue à entrer au Cameroun, nonobstant toutes les bagarres qui ont été menées par les acteurs de la filière. On sait aujourd'hui qu'il y a une contrebande dont les tenanciers sont encore de grosses têtes de la République. On connaît bien les portes d'entrée de ce poulet congelé, mais on ne fait rien. C'est le moment d'agir. Parfait. Justement, en parlant des poulets congelés, 4 milliards avaient été investis dans la filière avicole pour justement pallier la capacité de production lorsque l'interdiction des poulets congelés a été obtenue. Les agriculteurs craignent des répercussions sévères de cette grippe aviaire. Comment est-ce que vous analysez tout cela et vous vous positionnez dans une réaction qu'on aurait attendue du Social Democratic Front? Disons que c'est une situation malheureuse. Par rapport à la décision du ministre, il y a quand même plusieurs interrogations. Il a interdit le poulet congelé, la vente du poulet dans le département du Fundi. Oui. Et comme toutes les interdictions, elle est inopérante, il faut le dire. Parce que d'abord les éleveurs ne comprennent pas, ils ne sont pas convaincus de ce qu'il s'agit effectivement de la grippe aviaire. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on va leur donner en compensation après avoir évité ou bien après avoir interrompu leur vente. Et maintenant, il faut aussi voir le problème de l'élevage en fait. Mais est-ce que vous n'avez pas votre mot à dire parce que les électeurs sont des éleveurs, ça n'a pas de bord politique. Donc du coup, c'est peut-être un terrain aussi pour communiquer et éduquer les populations, non? Oui, bien sûr. Dans ce genre de situation, le SDF a sa position par rapport à l'élevage, par rapport à l'agriculture. Nous savons que... un président éleveur d'ailleurs. Voilà. Et vous comprenez un peu d'où vient ce qu'on appelle sa fortune.
parce que c'est un grand éleveur. Maintenant, par rapport à ce genre de sujet, nous pensons qu'il va falloir soutenir... Il n'était pas beaucoup avant 88. Avant, c'était... La polémique là. Donc, pour dire que par rapport justement à l'élevage, il faut soutenir ces éleveurs, il faut soutenir la filière avicole et il faut protéger, n'est-ce pas, la production intérieure. Parce que justement, on a relevé un problème d'importation de poulets et jusque-là, il y avait une décision qui n'a pas été appliquée, comme toutes les décisions faites par ce fameux gouvernement. L'UDC accompagne ces décisions comment? Parce que vous êtes dans un département où des interdictions au cours et qui ne sont pas respectées, comme les journalistes l'ont noté tout à l'heure. C'est quand même une question de vie et de santé publique. Effectivement, nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup d'inquiétudes à double niveau. D'abord, il faut relever, comme Cabral l'a fait, le point positif, la promptitude de la communication gouvernementale, c'est à relever, c'est à saluer. Et nous, à l'UDC, nous pensons que nous restons interrogateurs des mesures qui ont été prises et communiquées par le gouvernement. Lorsque on dit, d'ailleurs au cours de cette communication, je n'ai pas entendu que le ministre ait dit de parler de l'interdiction de la commercialisation du poulet dans le Fundi. Cela est venu après. Il y a un arrêté et ça n'a pas, cet arrêté est venu après, ça n'a pas eu la même ampleur que la communication gouvernementale qui a été faite jeudi soir. Je dois d'ailleurs dire que ça nous a bousculé dans l'émission Expression politique. Bon, lorsqu'on dit qu'on interdit la commercialisation, cela devrait être, pour nous, à l'UDC, nous pensons que le gouvernement ne devrait pas continuer dans la logique de l'absence du dialogue. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on pense qu'on a le monopole de la vérité sur toutes les questions. On aurait dû convoquer les acteurs du secteur, tenir une séance de travail avec eux, apprécier tous les contours, et puis voir maintenant quelles sont les conséquences de la décision qu'on prendrait et quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre. Ils l'ont fait après avoir pris la décision. Ils l'ont fait. Oui, d'accord. Donc effectivement, parce que si ça a été fait, on ne nous a pas dit quelles sont les dispositions prises pour pouvoir amortir les investissements de ceux qui aujourd'hui ont des poulets qui sont en situation de vente. Nous savons que quand un poulet atteint cette situation-là, le nourrir devient trop coûteux et si on continue de le faire, on ne pourra pas le vendre et rentrer en possession de ce qu'on aura dépensé pour nourrir cet animal. Donc il faut absolument que le gouvernement pousse la décision davantage pour dire les dispositions prises pour que la perte revienne à l'État et non aux acteurs du secteur. Professeur Claude Abbé, il y a quand même eu un impact de l'annonce de la communication sur la psychose, c'est-à-dire le fait que les ministres soient sortis un peu plus tôt donne l'impression que le mal n'est pas aussi grave qu'on le pense. Ce n'est pas l'impression que j'en ai, mais il faut se féliciter que pour une fois, on a un gouvernement qui n'a pas son temps, mais a le temps du peuple. Et qu'il s'intéresse à l'ensemble des menaces qui peuvent peser sur le peuple. Maintenant, est-ce que cette sortie-là signifie que la menace n'est pas si grave que ça? Nous ne pouvons pas le dire, dans la mesure où les informations qui viennent, qui font état du fait qu'il y aurait eu un flottement entre le moment où le ministère a pris connaissance du problème, de la menace de la grippe aviaire, et le moment où la décision a effectivement été prise, nous montre qu'en réalité, si cela, il faut peut-être espérer qu'une main divine s'y interpose pour que les Camerounais ne soient pas déjà dans une situation de menace de leur état de santé. Mais je voudrais dire une chose globalement. Pour terminer, oui. Vraiment pour terminer. C'est que la manière dont ce pays est géré nous montre qu'il y a un ensemble d'individus qui ont fait main basse sur le Cameroun, qui nous mettent en danger, qui nous mettent en insécurité tous les jours, parce que voilà une affaire montée de toutes pièces qui profite à un ensemble d'individus, sûrement des pontes du régime, et nous, on doit payer les conséquences néfastes de cette affaire. À mon avis, je pense que c'est quelque chose d'excessivement grave. Je termine avec vous parce qu'il nous reste 30 secondes, on va terminer. Je voudrais quand même dire, sans toutefois aboutir en tout ce que Cabral et le prof disent,
sur le mot de contamination. Il peut également s'avérer qu'un oiseau contaminé se soit introduit dans la ferme. Peut-être les enquêtes vont démontrer si c'est ce que les oiseaux en question ont consommé ou alors si c'est un corps étranger. Vous croyez que les résultats de l'enquête seront rendus publics? Peut-être ne seront pas rendus publics, mais aucune enquête n'a jamais été rendue publique au Cameroun. Aucune hypothèse. Alors, ce que je veux dire, ça va dans le sens de ce que Claude Abbé a dit. Vous savez, les crises pareilles au Cameroun, généralement, c'est une occasion pour beaucoup de détourner l'argent public. En 2006, et le débat n'a pas été évacué jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment eu de la grippe aviaire au Cameroun en 2006, il y a 10 ans? Personne ne vous le dira clairement. Mais le dispositif a coûté de l'argent. Mais il y a eu, dans les services du Premier ministre, tout un budget débloqué. Il y a eu tout un pool qui a travaillé. Il y a des ONG qui se sont fait beaucoup d'argent derrière cette affaire. Donc, moi, je pense que c'est une crise qui ne touche pas seulement parce qu'on voit le risque de contamination par rapport aux êtres humains, mais pour les éleveurs, c'est un véritable désastre. Imaginons vous somme d'abattre tout un cheptel qui constitue votre gain-pain. C'est très difficile. Sont-ils assurés? C'est des ménages. Comment le gouvernement couvre ceci? Parce qu'il faut dire une chose. On a arrêté l'importation des poulets congelés parce que l'IPAVIC avait dit qu'ils peuvent produire le poulet de bonne sur place. Mais ils ont augmenté d'ailleurs la production. 50 millions de poulets étaient entendus cette année. Et comme on nous ramenait la dioxine et tout ça, donc il faut faire très attention. C'est une crise qui peut avoir d'autres tentacules un peu plus compliquées. D'accord, et c'est une crise que nous suivrons ensemble, puisque nous suivons l'actualité. Je vais ajouter juste un petit truc en disant que parfois, quand vous voyez des crises comme ça qui surviennent, je vous dis qu'il y a des entrepreneurs de l'insécurité qui sont tels qu'ils ne vivent que de la crise. C'est-à-dire la crise est un fonds de commerce. Vous l'avez déjà dit. Ils peuvent la provoquer en réalité. Merci beaucoup. Merci monsieur. Et nous allons suivre ça avec vous. Forcément, ça va revenir dans l'actualité. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur le plateau de Canal Presse ce dimanche. Merci à vous d'avoir regardé. À la semaine prochaine avec d'autres invités et d'autres thématiques de la semaine. Au revoir et bonne fête à toutes les mères. Au revoir.